Now let's go. Professeur Imbert, bonsoir. Merci Bonsoir. d'accepter ce congrès sur l'immunité. Donc, pouvez-vous représenter, s'il vous plaît? Oui, je vais me présenter. Donc, merci Kevin de m'inviter à ce congrès. Je suis Philippe Imbert, je suis professeur de médecine et j'ai eu la chance dans ma carrière de faire plusieurs spécialités. Celles que j'exerce sont au nombre de deux, la dermatologie et la médecine interne. La médecine interne, c'est cette spécialité qui passe en revue des maladies neurologiques, digestives, cutanées, etc. J'ai également eu le plaisir de faire de la neuropsychopharmacologie pour m'intéresser au rôle des événements de la vie, du psychisme dans les maladies, et puis j'ai un intérêt particulier pour l'endocrinologie et les maladies hormonales. Donc voilà, dermato, médecine interne et neuropsychopharmacologie. D'accord. Et je crois aussi que vous avez écrit quelques livres. Oui, vous me donnez l'occasion de vous présenter tout d'abord ce livre qui est intéressant. Avez-vous un bon médecin qui a un grand succès d'ailleurs? Ce sont 40 histoires de patients, du vécu, mais des histoires où la solution va être obtenue d'une certaine façon en vérifiant que le médecin ne fait pas d'erreur et que le patient ne fait pas d'erreur lui-même. Avez-vous un bon médecin? Et je vais vous montrer le second qui est sorti cette année, qui est Votre peau me dit tout de vous. Et vous savez que la peau est l'image de ce qui se passe dans l'organisme. Et donc, un problème de peau peut révéler beaucoup de choses en interne. Merci. Oui, oui, ben, nous pourrons en reparler certainement une prochaine fois. Ce soir, c'est vrai qu'on va se concentrer plutôt sur l'immunité. D'ailleurs, Oui. Dans votre exercice professionnel, vous avez été amené à rencontrer des malades qui ont eu notamment des baisses de l'immunité, j'imagine, hein. Oui, tout à fait. L'immunité est quelque chose d'important et on peut avoir de façon innée, c'est-à-dire depuis la naissance, un système immunitaire déficient et on peut, au cours de la vie, développer une baisse du système immunitaire. Mhm. Oui, parce que d'ailleurs, on parle souvent de baisse de l'immunité, mais à quoi ça correspond? Enfin, déjà, l'immunité Alors, baisse plutôt, oui. vous avez raison. On va parler surtout de baisse de l'immunité quand on va s'apercevoir d'une maladie. L'immunité ne se voit pas, mais on va déduire, parce qu'on fait des infections à répétition, on va déduire que l'on a probablement une baisse de l'immunité. Lorsque l'on fait des allergies, on doit aussi considérer qu'il y a eu une baisse de l'immunité quelque part qui aboutit au développement des allergies. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis enfin, lorsque l'on fait des maladies auto-immunes, dont la plus fréquente est la maladie thyroïdienne qu'on appelle la thyroïdite. Lorsqu'on fait des maladies auto-immunes, c'est en quelque sorte aussi une baisse de l'immunité. Donc l'immunité peut conduire au développement de microbes et donc de maladies infectieuses, mais aussi la surveillance immunitaire trop faible va laisser se développer des allergies ou des maladies auto-immunes. Tout à fait, oui. Donc, on va essayer de retracer un petit peu ça ce soir, hein. Donc, on va essayer d'élargir tout ce panel pour essayer de répondre à un maximum de questions que les gens peuvent se poser au quotidien. Donc, on va peut-être commencer, si vous voulez bien, de parler du départ, donc à la naissance. Est-ce qu'on peut naître avec une immunité faible, tout d'abord? Et comment les parents, en bas âge, peuvent s'apercevoir de cela envers leurs enfants? Je ne sais pas si vous avez des petits conseils à nous donner pour ça déjà. Oui, volontiers. Alors, nous allons bien sûr parler des choses courantes et pas des situations rares qui concernent vraiment des spécialistes pédiatres ou des spécialistes immunologiques. Il existe en effet des maladies qui touchent le thymus, qui touchent la moelle osseuse qui, elle, produit les globules blancs, qui peut se trouver dès la naissance. Et là, c'est une situation le plus souvent catastrophique, grave, qui conduit l'enfant à l'hôpital. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des situations qui doivent faire envisager une baisse de l'immunité. Et c'est par exemple l'enfant qui va faire des angines, des bronchites, des bronchiolites à répétition et même des otites. Il y a souvent des enfants qui, à l'âge de l'adolescence, vont rappeler, ou nous allons voir dans le carnet de santé, toutes ces maladies infectieuses.
bronchite, bronchiolite, pharyngite, etc. Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit là de troubles infectieux en relation avec une sensibilisation alimentaire, une intolérance alimentaire, notamment au lait et aux produits laitiers, que l'enfant a commencé à développer quelques mois plus tôt. Ainsi, un enfant qui, dès la naissance, prenant du lait de mère ou du lait maternisé, va régurgiter, va avoir des coliques, des insomnies, eh bien cet enfant peut développer plus tard, parce qu'il a là les signes d'une intolérance aux produits laitiers, peut développer plus tard ces manifestations infectieuses ORL et pulmonaires. Alors, Voilà une situation dans l'enfance. Une autre situation, Kevin, peut-être que vous voudriez qu'on aborde, ce sont d'autres maladies infectieuses. Maladies infectieuses, des appendicites, par exemple, des pneumonies, c'est autre chose que la bronchite. C'est une atteinte infectieuse du parenchyme pulmonaire. Et il peut y avoir là l'expression d'un déficit en certains anticorps. Vous savez que les anticorps sont constitués des immunoglobulines G, M, A et E. Ce qui nous intéresse, ce sont les immunoglobulines G, qui sont les anticorps qui vont nous défendre dans la plupart des maladies infectieuses. Mais il faut savoir que les immunoglobulines A sont les anticorps qui nous défendent dans les cavités. Qu'est-ce que j'appelle cavité? Les sinus, les bronches, le tube digestif, tous ces organes creux. Eh bien, ces organes creux ont un système immunitaire propre basé sur les immunoglobulines A. Et il s'avère que le déficit en immunoglobulines A est le déficit immunitaire le plus fréquent. Et savez-vous, Kevin, quelle est la fréquence de ce déficit? Non, dites voir. Ouais. Une personne sur 700. Je ne sais pas, dans votre village, combien il y a d'habitants? Oui, à peu près 700. 700. Et donc, il y a une personne, en gros, qui a ce déficit. Dans mon village, à Ornans, probablement 5000 habitants, ben vous voyez, on a 8 personnes qui ont ce déficit immunitaire qui va favoriser des infections, mais qui va favoriser aussi des allergies et qui va favoriser aussi les maladies auto-immunes. D'accord. Et puis pour vous, alors qu'est-ce qui induit cela au quotidien là, on a parlé au départ des enfants et aussi, on peut parler des adultes, mais que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, qu'est-ce qui peut induire cela, du coup? Alors, on a donc soit un déficit immunitaire depuis la naissance, manque de chance, et il faut faire avec. On sera un petit peu plus sensible aux infections, aux allergies, aux maladies auto-immunes. Et puis, si nous n'avons pas de déficit immunitaire, ce qui est le cas chez 4 personnes sur 5 en général, eh bien, la vie va se dérouler. Et au cours de la vie, on va rencontrer des situations qui vont baisser l'immunité. Quelles sont ces situations? Des maladies infectieuses, des maladies virales, des virus vont baisser l'immunité. Et tout le monde connaît le virus de l'immunodéficience acquise, le sida. Ce virus attaque le système immunitaire qui va être affaibli et donc les malades du sida vont souffrir de maladies infectieuses, bactériennes ou parasitaires graves. Donc des virus, et notamment celui du sida, celui de la mononucléose infectieuse, que l'on appelle le virus Epstein-Barr, diminue les défenses immunitaires. Il y a aussi des maladies parasitaires. Et cette information, je pense, est rarement transmise. J'en ai trouvé les preuves dans la littérature médicale et je vais vous donner cette information. Les parasites, qui sont des petits vers que nous avons tous dans notre organisme. Le professeur Lapierre, un grand parasitologue, disait « Il faudrait enfin que les médecins sachent qu'il y a dans le tube digestif de l'être humain des parasites. » Eh bien, en fonction du nombre des parasites, de leur importance, ces parasites vont induire des baisses de l'immunité. Comment cette immunité va se révéler? Cette baisse de l'immunité par des infections virales. Ainsi, des personnes qui font des verrues à papillomavirus, des personnes qui font des condylomes génitaux à papillomavirus ont possiblement des parasites dans l'intestin qui favorisent ces maladies virales. Et on a le même constat
chez les personnes qui font des herpès. Vous savez, le fameux bouton de fièvre récidivant. Eh bien, il faut s'attacher à rechercher chez ces personnes une maladie parasitaire intestinale. Alors ceci, je ne l'ai jamais entendu dans aucun congrès. Je m'en suis fait l'idée. J'ai découvert ceci par moi-même jusqu'au jour où, en faisant la bibliographie, la recherche documentaire, je trouve des articles qui confirmaient ces hypothèses. Donc voilà une situation, deux situations virales, parasitaires qui déclenchent des déficits immunitaires. Et puis, il y en a un autre. C'est le syndrome dépressif. Tout ce qui arrive dans la vie, qui s'appelle les événements douloureux de la vie, peuvent induire un déficit immunitaire. Ce déficit immunitaire s'appelle l'immunodépression. Ainsi, de la dépression, nous passons à l'immunodépression. Cette immunodépression est le facteur qui va déclencher chez ces personnes des maladies de l'intestin, par exemple, maladie de Crohn ou maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les fameuses MICI, M-I-C-I. Cette dépression va déclencher des maladies auto-immunes comme des lupus. Alors, je vais vous donner des exemples de dépression, d'événements de la vie. Une femme va avoir, à l'âge de 7 ans, des violences sexuelles. Vous savez que ça touche une femme sur 7. C'est colossal. Donc, une femme, aujourd'hui, sur 7 a eu ou a des violences sexuelles. Soit par la famille, soit par des étrangers. Et ces violences sexuelles, souvent tuent, vont se révéler à l'âge adulte par des maladies auto-immunes. Mais entre-temps, se sera développé un syndrome dépressif. Alors, je voudrais insister là-dessus parce que dans ce livre, je cite énormément de situations où ces événements douloureux de la vie, et notamment des violences sexuelles, ont abouti à des maladies auto-immunes graves. Et c'est en traitant ces syndromes dépressifs que l'on va arriver à traiter les maladies auto-immunes qui y sont associées. Donc, si je récapitule pour l'instant, donc on voit que l'immunité peut être impactée par différents facteurs. Donc, un facteur émotionnel, hein, si on peut le traduire comme cela. Également, donc, quelque chose que vous nous apprenez qui est très peu connu, parasitaire. Donc, pour aborder cela, si je comprends bien, avant toute chose, avant d'essayer de booster l'immunité, comme on en entend souvent parler, il serait bien d'en travailler l'origine. Donc, exactement. Si l'origine est émotionnelle, travailler l'émotionnel et l'origine de cette problématique. Et si elle est plutôt parasitaire, est-ce que vous avez des idées pour nous, pour comment on comprend qu'on est parasité au quotidien? Alors moi, j'ai entendu des tas de choses. Par exemple, les gens qui ont des pulsions de sucre, qui détestent l'amertume, ou évidemment ceux qui travaillent plutôt dans la terre, dans le sable, dans le bio, même on a entendu dire. Mais est-ce que vous avez des moyens de nous informer là-dessus? Alors, je pense que vous, les naturopathes, vous avez plus d'informations là-dessus parce que le médecin, lui, n'est pas très attentif à tout ça. Et donc, ce que vous venez de dire, des goûts prononcés pour le sucre, parfois même pour la terre, des enfants qui ont envie de manger de la terre, c'est un signe souvent de parasitose. Quels sont les signes que je vais rechercher? Il peut y avoir l'énervement, il peut y avoir l'excitation. Chez un enfant, ce sera les dartres. Vous savez, ces fameuses plaques blanches d'eczéma sec. Ceci, une fois sur deux, signifie que l'enfant a des parasites. Ce seront bien sûr les verrues, comme signe annonciateur de ce déficit immunitaire avec des parasites dans l'intestin. Et puis, il peut y avoir des signes propres des parasites. Le parasite, ça entraîne des démangeaisons sur la peau, ça peut faire de l'urticaire, ça peut entraîner des démangeaisons à l'anus. Et il y a quelque chose qui survient très fréquemment chez les femmes. Ce sont les cystites. Ces femmes nous disent « je fais des cystites à répétition, je fais des mycoses à répétition ». Bien, ces cystites ne sont que l'expression de parasites dans l'intestin. Combien de femmes m'ont remercié après avoir traité les parasites, elles ne faisaient plus ni de mycoses ni de cystites. Ceci n'est pratiquement pas connu. C'est étrange, il faudra que j'interroge d'ailleurs les gynécologues pour savoir si eux ont connaissance de cela. Tout à fait. Oui, parce qu'on a l'habitude de déparasiter les enfants, les jeunes enfants, mais après, on n'en parle plus chez l'adulte. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vrai, on oublie, c'est dommage, oui, tout à fait.
Et donc, vous, dans les prises de sang, vous détectez quand même aussi la présence de parasites, il me semble, non? Avec Oui. Alors, c'est l'éosinophile. très difficile. Vous savez, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de tests spécifiques. Les laboratoires ne se sont pas penchés là-dessus. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? On aurait envie d'aller chercher dans les selles les parasites. Mhm, Et pendant des années, on a cherché ces parasites dans les selles. mhm, Or, les parasites ne sortent pas dans les selles dans la plupart des cas. Ils restent collés à l'intestin. Et mhm. donc, beaucoup de médecins, beaucoup de patients ont considéré qu'ils n'avaient pas de parasites parce que l'examen parasitologique des selles était négatif. C'est un mauvais test, il ne faut pas le faire. On peut doser des anticorps. Ce sont en général les immunoglobulines E, mais ils ne sont pas spécifiques, ils sont globaux. Ils peuvent être augmentés. Et puis, il y a un sérodiagnostic, malheureusement, qui dose des immunoglobulines G. Or, les parasites suscitent des immunoglobulines E. Et donc, si on a des immunoglobulines G, c'est que vraiment il y a des parasites. Mais le laboratoire qui s'est basé pour établir la positivité de ces tests, qui s'est basé sur la présence de parasites dans les selles, a voulu que le test soit positif jusqu'à 15 unités pour dire qu'il est positif. Sachez que personnellement, 2 unités me suffisent pour poser le diagnostic de parasite, là où le laboratoire écrit présence de 2 unités, mais ce test est négatif. Eh bien, moi, je dis 2 unités, mais ce test est positif. Oui. Et on va pouvoir traiter. Et donc là, bah, justement, vous parlez de traitement, donc vous pouvez quand même peut-être expliquer comment vous feriez en médecine, et après, peut-être, Alors, brièvement, vous nous hein, direz, vous, comment vous faites en naturopathie, tout à fait. parce que la naturopathie, c'est bien sûr essentiellement la prise en compte de l'individu tel qu'il est dans sa vie. Avoir des parasites, ça fait partie de la vie normale, c'est presque pas une maladie. Et donc, vous seriez tout à fait en droit, et vous le faites, de traiter les personnes qui portent des parasites. Mhm, C'est un état physiologique qui peut conduire à la pathologie. Nous, médecins, nous allons utiliser des médicaments de type albendazole ou ivermectine, tout dépend du parasite. Donc, il y a quelques molécules. Par le passé, nous avions la notésine, nous avions d'autres médicaments qui aujourd'hui n'existent plus parce que on ne s'est pas intéressé pendant longtemps aux parasites. donc, en général, juste peut-être rappeler aussi que ça se fait en plusieurs étapes, souvent en 2 étapes, on le dit, hein. Euh, Oui, alors il faut traiter, on traite en général les adultes, les vers adultes mhm, et les larves. voilà. Et donc, il y a des œufs dans l'intestin, des œufs de parasites. Donc, si on ne traite que les larves et les adultes, ces œufs, 10 jours plus tard, vont se transformer en larves et en adultes. Donc, pour traiter les futures larves, il faut retraiter 10 jours plus tard. Voilà. Et avant même que les adultes n'aient eu le temps de faire des œufs. Et comme ça, un premier traitement immédiatement et un deuxième traitement 10 jours plus tard. Et là, on a tout traité. Oui, tout à fait. Bah, donc, on a la même manière de l'aborder en naturopathie, hein. Donc, il est vrai que souvent, on a tout type de questions, comme on le disait tout à l'heure. On essaie de comprendre l'environnement de vie de la personne, si elle travaille plutôt dans la terre, avec les animaux, si justement il lave pas trop les aliments, parce que en naturopathie, on aime bien manger vivant, comme on le dit. Donc, c'est vrai que de rincer, 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 on perd pas mal de nutriments, notamment hydrosolubles. Et donc, c'est vrai qu'on préfère peu rincer, mais dans ce cas-là, il faut penser à se déparasiter quelquefois, à s'interroger quand on a des pulsions de sucre, quand on déteste l'amertume. Et il est vrai qu'en naturopathie, on a plein d'outils, hein, pour y pallier. Et donc, par diverses questions notamment. Euh, donc, comme vous l'avez dit, hein, hyperactivité, etc. Donc, troubles même du sommeil. Donc, on arrive Exactement. à y pallier, mais il est très important de rappeler, comme vous l'avez bien fait, de le faire en 2 étapes minimum pour essayer de s'attaquer notamment aux larves. Donc, Alors, je parlais de cela avec mon fils qui est médecin, mais qui ne pratique pas la médecine, mais qui est très intéressé par l'écologie. Et je lui dis, c'est curieux, je vois de plus en plus de personnes infestées de parasites. Il me dit, c'est normal, c'est exactement ce que vous venez de dire. On utilise de plus en plus des engrais animaux biologiques pour les jardins. Eh bien, dans les fumiers, bien entendu, il y a des parasites. Et il faut rincer effectivement les aliments pour éviter d'attraper trop de parasites. oui, tout à fait. Mm. Donc, alors là, pour rappeler, donc là, on a bien échangé sur notamment les parasites. On a parlé un petit peu de l'impact émotionnel. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs
que vous abordez notamment vous en médecine, hein, qui pourraient nous faire baisser l'immunité au quotidien. Je sais que vous parlez Oui, pas souvent des facteurs environnementaux, électromagnétiques et autres. On le verra dans d'autres vidéos, mais est-ce ça que je vous le laisse, oui. voilà, est-ce que vous voyez d'autres choses, vous, dans votre quotidien, dans votre travail? Oui. Alors, vous avez raison, il y a bien sûr les maladies qui baissent, qui dépriment l'immunité. Ce sont les diabètes, par exemple, sucrés, Mhm. qui entraînent les troubles. Ce sont également des maladies auto-immunes par elles-mêmes et puis par les médicaments. Les patients traités pour un rhumatisme inflammatoire par des corticoïdes ou des immunomodulateurs vont être beaucoup plus sensibles à la baisse de l'immunité. Et puis, il y a également le grand âge. Mhm. On, L'avancée en âge, l'âge, qu'est-ce que c'est que le vieillissement? C'est une perte petit à petit des fonctions. Fonctions musculaires, fonctions respiratoires, fonctions digestives et fonctions immunitaires qui diminuent elles aussi avec l'âge. Mhm. Tout à fait. Donc, là, vous parliez de maladies auto-immunes. J'entends dans toutes les autres pathologies que vous avez citées, on peut citer aussi ce qu'on appelle les maladies opportunistes, hein, comme vous avez appelé au tout départ. Hein. Également les verrues, quand il y a une baisse de l'immunité, etc. Mais vous pouvez nous retoucher peut-être quelques mots sur les maladies auto-immunes, parce qu'on en entend beaucoup parler de plus en plus. Et Oui, monsieur tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, donc si vous c'est pouvez nous... vrai. Alors, c'est vrai que ce terme n'explique pas les choses. En fait, ce sont des personnes qui viennent en consultation pour soit des inflammations de la peau, donc des rougeurs de la peau, soit des douleurs articulaires, soit des troubles digestifs récurrents, répétés, douleurs, diarrhée, spasmes. Et tout ça, petit à petit, va conduire le médecin à rechercher des auto-anticorps. En fait, on s'est aperçu que ces maladies étaient associées. Sont-elles dues à cela? Nous ne savons pas. Mais ce que l'on sait, c'est que dans le sang de ces personnes qui ont ces rougeurs sur la peau, ces douleurs articulaires ou ces troubles digestifs, on va trouver des anticorps contre soi, qu'on appelle les anticorps antinucléaires. C'est-à-dire que l'on va retrouver contre les noyaux des cellules. Et puis, pour des maladies très spécifiques, de la thyroïde par exemple, on va trouver des anticorps contre la thyroïde. Voilà ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ce sont des maladies dans lesquelles on va trouver des marqueurs d'anticorps contre soi-même. Et avec ça, on a pu classer les maladies et dire vous avez un lupus érythémateux, vous avez une polyarthrite rhumatoïde ou vous avez une maladie de Crohn. Et donc, pareil, hein, c'est pas une question piège, hein, parce que c'est encore difficile à détecter l'origine de ces maladies auto-immunes, mais pour vous, quelles en seraient les origines ou l'origine majeure? Alors, je pense que l'environnement, le mode de vie, la pollution, ce que nous mangeons, peut-être que ce que nous appliquons sur notre peau, les cosmétiques, les gels douche, etc., tout cela doit jouer un rôle, avec bien sûr la génétique, la transmission de génération en génération de gènes modifiés. Tout ça contribue au développement de ces maladies qui sont extrêmement fréquentes aujourd'hui. Il n'y a pas un jour sans lequel je ne dépiste pas 2, 3 patients avec des maladies auto-immunes. Et parmi ces maladies auto-immunes, il y en a une qui est extrêmement fréquente, qui s'appelle l'intolérance au gluten. Vous le savez, il y a 10 ans, une personne sur 15 000 avait une intolérance au gluten. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 sur 100 et peut-être même une personne sur 20 aurait une intolérance au gluten. Alors, non pas la maladie cœliaque, parce qu'il faut différencier l'atteinte digestive, agressive, toxique du gluten sur l'intestin, qui s'appelle la maladie cœliaque, dont les gastro-entérologues sont les spécialistes, mais il existe toutes les autres intolérances au gluten sans qu'il n'y ait forcément de troubles digestifs. Ces intolérances vont donner de l'urticaire, vont donner des démangeaisons, des douleurs articulaires, etc. Tout à fait. Donc ça, dessous, pareil, en naturopathie, on a plein de moyens de le détecter, hein, notamment avec le mucus le matin, les glaires cervicales. On peut essayer de détecter au quotidien, et vous l'avez bien expliqué, hein, on peut avoir des intolérances au gluten sans être maladie cœliaque. Hein. D'ailleurs, Exactement. ça intéresse souvent, les gens sont un petit peu perdus avec ça. Est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre allergie et intolérance, justement?
Alors, on a mis le mot allergie, c'est un mécanisme. Intolérance, c'est un autre mécanisme. Le but étant de savoir que le gluten est pathogène, soit par un mécanisme allergique, soit par un mécanisme d'intolérance. Allergique, c'est lorsqu'on trouve des anticorps contre le gluten. Ce peut être le cas dans les eczémas. Les eczémas des nourrissons, on peut avoir des anticorps et immunoglobulines E contre le gluten, ou contre le lait, ou contre cela. Donc, c'est un mécanisme allergique. Dans les intolérances, on ne connaît pas le mécanisme. On pense qu'il est un peu immunologique, passant par les lymphocytes, ces fameux globules blancs, mais aussi peut-être passant par le métabolisme, c'est-à-dire la gestion, la digestion, le catabolisme, la dégradation du gluten. Et ce sont des mécanismes dits métaboliques qu'on ne connaît pas encore précisément. Donc là, vous me tendez la perche avec le gluten. Donc on devrait même plutôt dire les gluten, parce qu'il y Oui, a différentes formes de gluten, hein. Le gluten de blé n'est pas le même que le gluten d'avoine, etc. Et donc beaucoup de choses ont évolué dans le temps aussi, hein, ce qui fait qu'on n'a plus tout à fait les mêmes formes et les mêmes quantités, hein, de gluten dans notre blé, euh, notre avoine, etc. Et c'est même le problème de cette mutation dans le temps qui fait qu'on est de plus en plus intolérant ou allergique, hein, d'ailleurs. C'est ce qu'on a remarqué en naturopathie, en tout cas, hein. C'est vrai que… alors vous avez raison, et je crois que ce que vous dites là est vraiment très pertinent sur les différents types de gluten. Mais nous sommes aujourd'hui pénalisés par la société, voire même le corps médical qui refuse de s'intéresser au gluten, pensant que c'est une histoire de mode. Et à tel point qu'un jour, le journal Le Monde, vous connaissez Le Monde, dans une édition du dimanche, je crois, avait titré faire un régime sans gluten ne sert à rien. Et donc, tous les malades qui étaient sous régime sans gluten, qui se portaient bien grâce au régime, se sont interrogés. Sauf que il fallait lire faire un régime sans gluten ne sert à rien si on n'est pas allergique au gluten, bien Oui, entendu. tout à Donc, fait. si on n'est pas intolérant, si on n'est pas allergique, faire un régime ne sert à rien. En revanche, si nous sommes intolérants ou allergiques au gluten, faire un régime apporte toujours un bénéfice que le patient va remarquer par lui-même. Tout à fait. Et c'est même un non-sens, un non-débat, hein, parce que c'est tellement simple à comprendre quand on connaît un minima le système et les fonctions digestives, et quand on connaît le gluten. Moi, je conseille à tout le monde d'acheter du gluten pur, de le mélanger dans de l'eau. Vous allez voir qu'on peut coller des choses avec, tellement que ça fait une colle puissante. Quand cette colle se retrouve dans l'intestin, là où on absorbe le nutriment, on crée des carences dans le temps. C'est pas quand même compliqué à comprendre pourtant. Et il y a toujours des débats qui continuent, les pros et les anti-gluten, et c'est quand même un non-sens. Exactement. Le terme gluten contient le mot glu, comme vous le dites, c'est en effet de la colle. On met de plus en plus de gluten dans les pains, les gâteaux pour rendre ces pains onctueux, qu'ils puissent se garder plus longtemps. Vous voyez, vous imaginez la baguette de pain que l'on est en train de briser avec cette belle chair intérieure du pain. Eh bien, tout ça, c'est du gluten qui peut être effectivement néfaste. C'est ça, tout à fait. Donc, un petit peu de temps en temps pour le plaisir, mais pas tous les jours. Exactement, Voilà. exactement. Du coup, bah là, nous avons abordé plusieurs choses. Est-ce que vous avez des choses particulières à nous apporter sur l'immunité avant de conclure notamment avec ce que vous feriez, vous, pour booster l'immunité au quotidien ou maintenir une immunité assez élevée pour limiter les infections? Alors, bien sûr, je crois qu'on a dit beaucoup de choses ce soir sur l'immunité. Comment renforcer son immunité? Si tout va bien, on n'a pas lieu de le renforcer. Une alimentation saine, faire du sport, bien entendu, j'allais dire, ce sont des lieux communs de redire tout cela. Tout à fait. Essayer de bien se porter. Il arrive parfois, parce que notre alimentation est déficiente en cela, que l'on doive se supplémenter. Il y a par exemple aujourd'hui une carence incroyable dans la population générale en une vitamine qui s'appelle la vitamine B9, l'acide folique. De même, la vitamine B12. Et il semblerait que tout cela vienne d'un défaut d'une bactérie dans les prairies qui ferait qu'ainsi les végétaux n'ont plus les vitamines qu'il faudrait, qui vont ensuite se retrouver dans la viande de la vache que l'on peut manger.
Donc, il y a des explications à ces carences. Et savez-vous qu'une carence en vitamine B9, liée tout simplement à l'alimentation, va peut-être induire chez un nourrisson, chez un nouveau-né, une absence de fermeture du canal rachidien, donnant ce qu'on appelle un spina bifida. Donc, toutes les mamans qui sont enceintes doivent prendre de la vitamine B9 sur les conseils de leur gynécologue, parce que sinon, il y a un risque de spina bifida. Et ces carences sont méconnues parce que les normes des laboratoires sont fausses. Prenons la B12. Le laboratoire met comme valeur normale 187 à 700, alors que toutes les publications scientifiques disent que ce n'est pas 187 unités qu'il faut, mais 400 unités, 400 unités. Donc, ne nous fions pas aux normes des laboratoires, lisons les articles scientifiques qui définissent les taux minimums que nous devons avoir dans ces vitamines. Donc, j'ai cité B9, B12, je dois citer le fer chez la femme qui a des règles abondantes, elle doit se supplémenter en fer. Je pense également au zinc, au sélénium, à tous ces micronutriments dont les déficits jouent un rôle dans l'immunodéficience. Tout à fait. Donc, moi, je me permettrais de rajouter des petites choses, hein, notamment de choisir la bonne galénique. Aussi. Voilà, parce que quand on connaît un minimum la B12, hein, elle est assez complexe à comprendre hein, quand on l'étudie. On sait qu'on a besoin du facteur intrinsèque au niveau de l'estomac. Donc, il faut quand même avant tout aussi voir l'état de l'estomac, je dirais. Et il me semble qu'elle est réabsorbée au niveau du côlon hein, par la suite. Donc, si on a une mauvaise flore, pareil, on aura peut-être des pertes. Donc, c'est pour ça que souvent, on peut la conseiller notamment aussi en sublingual, il me semble, hein, par exemple. Oui, alors ça, c'est quelque chose que vous faites, vous, en naturopathie, et je vous remercie de l'information que vous m'avez donnée à ce sujet. Vous avez tout à fait raison. La B12 s'absorbe au niveau de l'iléon, la partie terminale de l'intestin, et grâce au sucre pancréatique. Et beaucoup de personnes ont un manque de sucre pancréatique. Le pancréas ne fabrique pas assez de cette salive. Le pancréas est une grosse glande salivaire qui se trouve dans le ventre. Eh bien, à ce moment-là, la vitamine B12 peut ne pas être absorbée également. Oui, et également, pour revenir sur la vitamine C dont vous avez parlé, je rajouterais aussi qu'il y a du fer, qu'il faut la rajouter souvent avec la vitamine C pour empêcher son oxydation. Hein. Je pense que vous êtes d'accord aussi. Ah, tout à fait. Le fer doit être pris à jeun, à distance des repas, avec de la vitamine C. Donc, prendre du fer jamais le matin. Les personnes pensent qu'à jeun, c'est le matin, juste avant son bol de café. Non, que le comprimé arrive le premier ou le deuxième dans le ventre, c'est la même chose. Il faut que le fer soit pris tout seul, avec de la vitamine C, loin des repas. Donc, moi, je le conseille le soir au coucher. D'accord, très bien. Merci pour l'info. Donc, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Écoutez, moi, j'ai appris à connaître vos travaux, appris à connaître vos connaissances. J'en parlais cet après-midi avec une de vos collaboratrices. La naturopathie, c'est la connaissance de l'homme sain, avec l'homme qui peut être porteur de parasites, qui peut avoir des pathologies avant que la médecine ne doive s'en occuper. Et je pense que vous avez un rôle très important dans l'information, dans la formation également. Et je ne peux que trouver du plaisir à collaborer avec vous. Eh bien, merci pour ces mots. Professeur Philippe Imbert, merci encore pour ce moment que vous avez accordé et plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yeah, let's go.